Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc, considérons une particule décrite par une fonction d'onde psi. Nous savons que psi au carré représente sa densité de probabilité en un point donné. Si on a n particules, n bosons, qui sont tous dans le même état, on peut alors, nous l'avons vu, associer ρr égale n fois psi carré à une densité de particules. Et on peut décrire cet ensemble de particules toutes dans le même état par un état grand psi égale petit psi fois racine carrée de m. On appelle cette fonction la fonction d'onde du fluide de particules, de l'ensemble des particules qui ont un comportement macroscopique de grande taille, un très grand nombre de particules, avec toutes le même état, et décrit par une fonction unique grand psi. Cette fonction a un module racine de ρ et une phase θ. Donc cette fonction a un module et une phase, comme toute fonction d'onde, et on peut écrire la densité du courant, que nous avions vu, elle peut s'écrire J égale E H bar sur M fois la variation avec la position de la phase moins 2E sur H fois 2E sur H bar fois A, le potentiel vecteur éventuel qui serait appliqué, et fois ρ. Dans un matériau, le courant est égal à 0 dans un matériau supraconducteur. À l'intérieur d'un matériau supraconducteur, le courant est nul. Et donc, on en déduit que la variation avec la position, qu'on peut écrire avec la lettre nabla, nabla θ, est égale à 2E sur H bar fois A. Si on prend l'intégrale de ces valeurs sur un circuit fermé, c'est-à-dire qu'on fait la somme de ces valeurs tout le long du circuit, alors l'intégrale qu'on note par un petit rond pour signifier qu'on fait cette somme sur un circuit. Nabla θ égale la même intégrale pour ça, et ça, l'électromagnétisme nous montre que c'est égal à 2E H bar, que l'intégrale, la somme du potentiel vecteur sur un circuit est égale au flux de champ magnétique qui traverse ce circuit. Si le matériau est sans trou, donc un matériau compact, dans ce cas, l'intégrale de ceci représente la variation de θ avec la position. Donc en faisant la somme tout du long, on obtient la variation de θ sur un circuit fermé. Et cette variation doit être égale à 0, parce que par continuité, on peut le résoudre à un point, par déformation progressive, et on doit retrouver la même valeur de θ en un point, et donc après un circuit complet. Ça signifie que le flux est nul à l'intérieur du matériau. Quelque chose que nous savions déjà. De même, par contre, si on a un matériau maintenant avec un trou, donc par exemple un cylindre ou un anneau avec un trou au milieu, on peut alors prendre comme circuit un circuit autour de ce trou. Dans ce cas, le raisonnement par déformation continue en un point ne peut plus marcher parce qu'il y a le trou qui l'empêche, et la somme, la variation de la phase sur un tour
peut être égal à n fois 2pi, puisque la phase est définie à 2pi près. Donc on aura n fois 2pi est égal, n étant un nombre entier, 2e sur h bar, grand phi. C'est-à-dire que grand phi a une valeur quantifiée égale n fois une valeur phi 0 qui est égale à m, est égal à h bar sur 2e. Cette collation, h, les 2pi se simplifiant, h sur 2e. Ce quantum de flux à l'intérieur d'un trou du supraconducteur, h sur 2e, avait déjà été proposé par London en 1950, mais sans le facteur 2. Alors pourquoi le facteur 2 ? Parce qu'en fait, ici, on a des bosons, on a des paires de Cooper. Lui ne considérait pas ça, il considérait juste ses électrons, donc il avait trouvé H sur E. Les paires de Cooper, à ce moment-là, n'étaient pas encore connues. Notons que phi 0 a une valeur très faible. Il vaut 2,07 fois 10 exposant moins 15 Weber. C'est très très peu. Ça correspond par exemple à un flux de 2,5 fois 10 exposant moins 5 Tesla, donc 25 millionièmes de Tesla, c'est un champ magnétique très faible, dans une boucle très petite de 10 microns de diamètre. Donc, c'est vraiment un flux magnétique extrêmement faible. Cela fut mesuré pour la première fois par Deaver et Fairbank en 1961. Ceux-ci ont utilisé un fil de cuivre qu'ils ont enduit d'étain à l'aide d'un dépôt électrolytique. Donc, on met par exemple du sulfate d'étain dans un liquide, on fait passer un courant électrique et le fil de cuivre est lié à une électrode et l'étain vient se déposer sur le fil de cuivre. On obtient ainsi un cylindre d'étain avec un fil de cuivre au milieu de très petit diamètre. La fibre de cuivre faisait 1 cm de long et son diamètre était de 1,3 millième de centimètre. Donc à peu près la dimension que je vous ai donnée pour l'exemple du champ magnétique. Il était placé dans un champ magnétique faible, de l'ordre de 10 exposant moins 5 Tesla, et ils ont baissé la température jusqu'à ce que l'étain devienne supraconducteur. Il est à noter que le cuivre, lui, ne devient pas supraconducteur. Donc on obtient un cylindre supraconducteur d'étain. Ensuite, ce fil de cuivre vibrait à 100 vibrations par seconde, donc très très rapidement, et était placé dans 2 bobines de façon à mesurer avec la vibration du cuivre le moment magnétique de ce brin de cuivre. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont coupé le champ magnétique pour garder uniquement le flux magnétique à l'intérieur, on va voir ça, et ils ont alors fait vibrer le fil de cuivre pour mesurer la tension au bord des bobines, ce qui donnait directement une mesure du flux passant dans le cylindre d'étain. Le résultat qu'ils ont obtenu, si on note le champ B appliqué en valeur en 100 millièmes de Tesla, 1, 2, 3, 4. Et si on note grand phi sur phi 0, le quantum, 1, 2, 3,
Ils ont obtenu une série de points pour des champs magnétiques très faibles, puis des points plus élevés pour un champ magnétique un peu plus grand, puis à nouveau un peu plus élevé ici, et puis à nouveau un peu plus élevé ici. Ces points ont une certaine précision, due à la précision des mesures, mais ils s'alignent clairement sous forme de droite, correspondant chaque fois à un quantum de flux supplémentaire. Ce fut confirmé par Dahl et Nabauer, un peu plus tard, qui menèrent leur propre expérience, et donc le résultat devenait irréfutable, et le 2 ici, à ce moment-là, était mystérieux. On ne comprenait pas, ça confirmait la prédiction de London, au facteur 2 près, et on ne comprenait pas d'où venait ce facteur 2. Il a fallu la théorie BCS et les paires de Cooper pour comprendre que ce 2 vient du fait que les bosons en question sont des paires d'électrons et non pas des électrons seuls. Alors j'ai dit que le champ magnétique était piégé dans le cylindre. Alors voyons pourquoi. Prenons un anneau de substance supraconductrice. Considérons-le à une température supérieure à la température critique en champ nul. Donc là, le matériau a un comportement non supraconducteur, il est normal. Si on applique un champ magnétique, celui-ci va passer à travers toute la substance. Si on refroidit ensuite le matériau, des courants apparaissent en surface dès qu'on atteint l'état supraconducteur. Le champ magnétique est repoussé, nous l'avons vu. Donc il n'est plus qu'à l'extérieur, mais cela coûte un peu d'énergie. Il faut, en refroidissant, cela coûte un peu d'énergie au système. Et donc il a tendance à se mettre dans l'état le plus stable, où le champ est le moins repoussé possible. Donc le champ passe aussi à l'intérieur de l'anneau. Il passe à l'extérieur, mais également à l'intérieur. Des courants superficiels apparaissant sur la face intérieure. Si maintenant on coupe le champ magnétique, l'anneau reste supraconducteur et le champ magnétique qui reste est piégé à l'intérieur du trou. Alors pourquoi? Parce que, à cause de la quantification du flux. À cause de cette quantification, le champ magnétique à l'intérieur du trou ne peut pas baisser de manière continue. Il ne peut le faire que par saut. Et ça nécessite un peu d'énergie, et l'énergie à cette température est insuffisante pour provoquer des sauts d'énergie, et donc le champ magnétique ne peut que rester coincé. À noter qu'à ce moment-là, les lignes de champ ont cette forme-là. Donc prenons un cylindre, champ magnétique à l'intérieur, coincé. Les boucles de champ magnétique font comme ceci. Donc elles sortent du trou, font le tour et rentrent dans le trou. Donc le champ magnétique extérieur étant coupé, le petit cylindre se comporte à ce moment-là comme un petit aimant. D'où l'expérience réalisée par nos physiciens. Ce que je viens de dire concernant la quantification qui bloque le flux est vrai aussi dans l'autre sens. Si je prends un anneau et que je le rends supraconducteur avant d'appliquer le champ magnétique, donc avant d'être là, donc il est supraconducteur, j'applique un champ magnétique, celui-ci ne peut pas pénétrer le matériau, mais l'intérieur va rester sans champ magnétique, parce qu'à nouveau, à l'état supraconducteur, ce champ est quantifié, il ne peut pas augmenter de manière continue, ni par saut parce qu'il n'y a pas assez d'énergie, et donc le champ magnétique ne pénètre pas à l'intérieur. C'est donc l'image exactement opposée de ça. Vous vous rappelez le cycle que j'avais dessiné, hein, où on a la courbe de champ magnétique critique, la température critique, et on effectue une boucle ABCD. Eh bien, c'est exactement ce qu'on vient de faire. Ici, ce qu'on vient de voir, c'est que dans le cas où le matériau a un trou, selon le sens où on parcourt ce cycle, par là ou par là, on obtient un état ici qui est différent, avec un champ magnétique à l'intérieur ou non.
Voilà pour la quantification du flux. C'est peut-être pas bien difficile, phénomène utile important, on verra qu'il y a des applications. Et dans la prochaine vidéo, nous allons étudier la dynamique de la supraconductivité et voir certaines applications. Je vous remercie.